Mon fils m'a volé 120 000 euros de ma retraite. Il m'a traité de vieux naïf, mais il ne savait pas que j'étais actionnaire de la banque où il travaillait. C'est comme ça que j'ai découvert que le sang ne signifie pas toujours la loyauté. La trahison est venue de l'intérieur de ma propre maison. Il n'y a pas eu de discussion, pas d'avertissement, j'ai juste vu l'argent disparaître et ensuite le respect. Mais il s'est trompé d'homme, parce que j'ai passé ma vie entière à être traité d'idiot, jusqu'à apprendre à rendre chaque blessure avec silence et justice. Alors écoute jusqu'à la fin. Et si cette histoire te rappelle quelque chose que tu as déjà vécu, dis-le-moi dans les commentaires et dis aussi d'où tu m'écoutes. Profites-en pour t'abonner à cette chaîne. Chaque jour, il y a une nouvelle histoire de vie, de celle qu'on porte en silence, mais qu'on n'oublie jamais. Papa, vous devez me faire confiance. Et il a dit ça en me regardant droit dans les yeux, avec ce ton ferme de celui qui se sent déjà plus adulte que son propre père. C'était la 3e fois, rien que ce mois-là qu'il insistait sur ce sujet d'améliorer mes rendements. Il parlait d'une façon élégante, technique, pleine de mots que je ne comprenais même pas bien. Diversifier, liquidité, investissement à moyen terme. J'écoutais en silence. Je n'ai jamais été un homme de chiffres, j'ai été un homme de la route. 40 ans comme routier à traverser ce pays du nord au sud. Et le peu que j'ai réussi à économiser, c'était à la force du poignet, en économisant centime par centime, en faisant des miracles avec le salaire qui ne suffisait jamais pour tout. Cette retraite n'était pas seulement mon gagne-pain, c'était ma fierté, et au fond, c'était mon bouclier contre la vieillesse. C'est pourquoi, quand il a commencé à tant insister pour toucher à mon argent, quelque chose en moi s'est bloqué. Robert a toujours été un garçon intelligent depuis petit. Intelligent, bavard, studieux. Il a été le seul de la famille à entrer à l'université. On a trimé pour payer, moi et Louise. On a vendu la voiture, serré les comptes, arrêté d'aller chez le médecin pour payer les factures des cours préparatoires. Tout ça parce qu'on croyait en son avenir. Et pendant longtemps, j'ai pensé que ça en valait la peine. Il a été diplômé, a trouvé un bon emploi à la banque, a grimpé vite, est devenu directeur avant ses 30 ans, a commencé à utiliser des mots compliqués même pour dire bonjour. Et moi, de mon coin, j'observais juste. Fier, oui, mais aussi un peu mis de côté, parce que plus il montait, plus il semblait distant, il appelait moins, visitait moins. Et quand il venait, le sujet était toujours le même. « Papa, laissez-moi m'occuper de vos finances. » Ce samedi-là, il est arrivé tôt, a dit qu'il voulait prendre le café avec moi, chose qui ne s'était pas produite depuis des mois. Il a apporté du pain, du fromage, du jus de fruits frais. Il s'est assis en face de moi et a parlé comme si c'était une proposition irrésistible. « Tout est bloqué sur le livret A, papa. Ça ne rapporte rien. Vous pourriez gagner 5, 6 fois plus avec cette somme. Je peux placer pour vous tout à votre nom, sûr, transparent. J'ai juste besoin d'une signature. » Il a étendu les papiers sur la table comme qui offre le salut. J'ai regardé les documents, je l'ai regardé, et j'ai vu là non seulement mon fils, mais aussi un homme que je ne connaissais plus si bien. Un homme pressé, avec trop d'urgence à mettre les mains sur ce qui était à moi. J'ai signé parce que j'ai fait confiance, parce que c'était mon fils, parce qu'il a utilisé une expression qui m'a touché. « Papa, si vous ne me faites pas confiance, à qui allez-vous faire confiance ?» Ça a frappé fort, parce qu'au fond, je voulais vraiment croire qu'on était encore une famille unie, qu'il me voyait encore comme son père, que ce petit déjeuner n'était pas juste une mise en scène pour me convaincre. Après qu'il soit parti, je suis resté avec le papier sur la table pendant des heures. J'ai remarqué ma propre écriture tremblante, mal faite. La main ne tient plus comme avant, et ça m'a dérangé plus que le contrat lui-même. La sensation que je devenais vieux et vulnérable. Les jours ont passé. Il n'a plus appelé ni envoyé de message disant s'il avait fait le fameux investissement. J'ai trouvé ça étrange, mais je me suis convaincu que c'était la course. Après tout, les gens importants ont un agenda chargé. Je suis retourné à ma routine. Me lever tôt, faire le café, lire le journal papier, arroser les plantes, mais l'inquiétude grandissait à l'intérieur.
Vous savez, cette intuition qui vient doucement comme une goutte d'eau qui tombe, j'ai commencé à noter de petits changements, un prélèvement automatique qui a disparu du compte, une facture en retard qui n'était jamais en retard. J'ai appelé la banque et l'opérateur m'a dit que c'était quelque chose d'interne, que mon responsable était en train d'ajuster. Mon responsable? Ça m'a semblé bizarre, mais je n'ai pas questionné. J'ai raccroché le téléphone avec un nœud dans la gorge. La semaine suivante, j'ai essayé de contacter Robert. J'ai appelé 2 fois, rien. J'ai envoyé un message, vu mais pas de réponse. Alors j'ai écrit un mot simple, de ma propre main, comme je faisais avec Louise, quand je voulais éviter les disputes. « Fils, tout va bien avec mon compte? Je suis un peu confus. Préviens-moi quand tu peux. » Je l'ai laissé sur WhatsApp. La réponse n'est venue que 3 jours plus tard, courte. « Tout va bien, papa, fais confiance. » Mais quelque chose dans le ton, ou peut-être dans le retard, m'a fait sentir que tout n'allait pas si bien que ça. C'est alors que j'ai commencé à rêver de Louise. Des rêves étranges, répétés. Elle assise sur la terrasse, faisant du crochet et me disant « René, regarde bien, tout ce qui brille n'est pas soin. » Je me réveillais en sueur, le cœur serré. Je n'ai jamais été très attentif aux rêves, mais celui-là me poursuivait. Peut-être que c'était mon subconscient, peut-être que c'était la nostalgie, peut-être que c'était un avertissement. Je sais seulement qu'après ça, j'ai commencé à tout noter, chaque centime qui entrait, chaque facture que je payais. Et peu à peu, la méfiance s'est transformée en certitude. Mais je ne savais toujours pas quoi ni comment. Je sentais juste. Je sentais que quelque chose m'avait été pris. Et ce n'était pas seulement de l'argent, c'était du respect. Un jour, je suis allé au bureau de tabac payer la facture d'électricité. L'employé qui me connaît depuis des années a demandé « Monsieur René, vous avez changé de banque? Ici, il est indiqué que votre compte a été fermé. » J'ai senti mon estomac se retourner. J'ai dit que je ne savais rien. J'ai repris la facture et je suis rentré à pied, les jambes lourdes, comme si le sol avait changé. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé avec la télévision allumée, au volume minimum. La tête tournait. Je me suis souvenu d'une vieille phrase que mon père disait « Quand le fils ment au père, quelque chose s'est perdu en chemin. » Et j'ai commencé à penser « Est-ce que j'ai perdu mon fils ?» Le lendemain, j'ai passé presque 1 heure à la banque. J'ai parlé avec une jeune femme sympathique qui a dit qu'elle ne pouvait pas me donner certaines données parce qu'il y avait une procuration active. J'ai demandé au nom de qui. Elle a regardé l'écran, mal à l'aise, et a répondu « Robert ». Sur le moment, j'ai fait semblant. J'ai dit que tout était en ordre. Je suis sorti en marchant lentement, le cœur lourd. La rue semblait plus grise. La retraite, ma sécurité, était entre les mains de celui qui disait que c'était juste pour m'aider. Je suis rentré à la maison et je suis allé à l'armoire à pharmacie. J'ai pris le flacon pour la tension, mais avant de le prendre, je suis resté immobile à regarder mon reflet dans le miroir du couloir. C'était moi là, mais ce n'était pas moi. C'était un vieux qui s'efforçait de ne pas être trompé, qui luttait pour garder sa dignité. Et là, immobile, la main tremblante, j'ai réalisé, je commençais à comprendre ce qu'on m'avait fait, mais je ne savais pas encore la moitié. Depuis ce jour à la banque, j'ai commencé à remarquer les choses avec d'autres yeux. Ce n'était plus seulement le compte qui semblait étrange. C'était la façon dont il me parlait, la manière dont il évitait certains sujets. Avant, quand il venait ici, il parlait du travail avec enthousiasme, des projets d'acheter un appartement plus grand, de changer de voiture, de faire un voyage avec sa femme. Maintenant, quand je demandais quoi que ce soit, il changeait de sujet, disait qu'il avait la tête pleine, pas de temps pour rien. Sa façon de parler semblait lourde, comme s'il cachait quelque chose mais ne voulait pas le montrer. Et ce changement a commencé à me déranger plus que n'importe quel chiffre sur le relevé. Un après-midi, je suis allé à l'épicerie du coin acheter du riz. Le jeune homme à la caisse, nouveau, sympathique, a engagé la conversation et a dit que le fils de la voisine venait de commencer à travailler à la banque aussi. « Il est dans le même service que votre fils, n'est-ce pas, monsieur René ?» J'ai fait oui de la tête, sans donner beaucoup de détails. Puis il a lâché
Les gens disent que ce service gère de grosses sommes, des gens qui savent utiliser les failles du système, vous voyez? Il a dit ça en riant, comme qui raconte des ragots sans méchanceté, mais ça m'a donné des frissons. Les failles du système. Cette expression a résonné dans ma tête le reste de la journée. Je suis rentré à la maison avec le sac de riz dans une main et les pensées ailleurs. Louise aurait dit que c'était de l'exagération de ma part, que les gens parlent trop, qu'il vaut mieux ne pas s'en mêler. Mais Louise disait aussi qu'un père a de l'instinct, que quand le cœur se serre sans raison, c'est qu'il y a une raison. Et ce serrement devenait routine. À la maison, je me suis assis dans le fauteuil et j'ai allumé la télévision, mais je n'ai fait attention à rien. La télécommande est restée immobile sur mes genoux, mon œil dans le coin du salon, fixé sur cette étagère où se trouvent les dossiers, documents, justificatifs, anciens contrats. Soudain, j'ai eu envie de tout fouiller. J'ai ouvert le dossier bleu où j'ai l'habitude de garder les affaires de la banque. Il y avait là un justificatif de la retraite, des relevés de l'année dernière et un reçu de mouvement récent que je ne me souvenais pas avoir demandé. J'ai regardé plus attentivement. Le nom de la banque était le même, mais le numéro de compte était différent. C'était un numéro que je n'avais jamais vu avant, se terminant par 713. Et le mien s'est toujours terminé par 089. Ça m'a glacé. J'ai essayé de me rappeler s'il avait parlé de l'ouverture d'un nouveau compte. Rien, aucun souvenir. J'ai pris le téléphone pour appeler, mais je me suis arrêté. Je ne voulais pas paraître méfiant, pas encore. Quelque chose me disait qu'il valait mieux observer plus avant de faire quoi que ce soit. Les jours suivants, j'ai commencé à agir différemment. J'ai tout noté. J'ai commencé à prendre des photos des justificatifs. J'ai gardé même les papiers qui venaient avec les factures. J'ai commencé à poser des questions subtiles à Robert quand il appelait. « Fils, tu te souviens quel est le numéro du nouveau compte que tu as ouvert pour moi? Ou ce rendement dont tu as parlé, il a déjà commencé à apparaître ?» Ces réponses étaient toujours vagues. Et pire, elles semblaient apprises par cœur. C'était comme s'il savait déjà ce que j'allais demander. Et là, j'ai compris. Il me manipulait, me guidait dans les réponses pour que je ne fouille pas trop, pour que je reste silencieux, comme si c'était une faveur qu'il s'occupe de mes affaires. Cette semaine-là, Robert est apparu, a dit qu'il avait de la nostalgie. Il a apporté une boîte de chocolat et un livre sur le vieillissement en bonne santé. Il s'est assis sur la terrasse avec moi, a demandé de mes nouvelles, a fait des blagues sur la vieillesse, comme si c'était une conversation légère, mais qui cachait une pointe de moquerie. À un moment, il a dit « Papa, vous devriez vous détendre plus, profiter de la retraite, pas besoin de vous soucier de l'argent, tout est sous contrôle. » Il a dit ça en regardant l'horizon, sans affronter mon visage. Et là j'ai perçu. Il essayait de me distraire, de me divertir, comme qui distrait un enfant pendant qu'il cache un bonbon dans sa poche. La différence, c'est que je n'étais plus un enfant, et je ne me sentais plus en paix avec ce petit théâtre. Le soir, je suis allé à la cuisine faire un café, et j'ai remarqué une chose simple. L'odeur du gaz était forte, comme si le robinet était resté ouvert par négligence. J'ai fermé immédiatement avec un nœud dans la gorge, parce qu'à ce moment-là, j'ai eu une pensée terrible. Et s'il avait fait ça? Et si, dans l'empressement de se débarrasser de moi? Non, j'ai coupé la pensée. Je me suis senti coupable d'avoir envisagé ça. Mais ce qui effraie, ce n'est pas la pensée, c'est le fait qu'elle semble possible. Quand l'amour devient méfiance, on commence à voir des monstres dans tous les coins de la maison. Et ça, pour un père, c'est comme mourir lentement. Je suis allé me coucher avec l'odeur du gaz encore en mémoire, et cette nuit-là, j'ai fait un autre rêve avec Louise. Cette fois, elle était debout à la porte de la chambre. Elle n'a rien dit, elle a juste regardé. Un regard que je connaissais, d'alerte, de douleur, d'avertissement. Je me suis réveillé en sueur, le cœur qui battait la chamade. Je me suis levé, je suis allé au miroir de la salle de bain, je me suis regardé et j'ai dit à voix haute « Il se passe quelque chose ». Et à partir de là, j'ai compris que je ne pouvais plus faire semblant que c'était juste une impression. C'était réel. Quelque chose n'allait pas, très mal. Et j'allais découvrir, même si ça faisait mal, même si ça confirmait ce qu'aucun père ne veut confirmer. Ce matin-là, le café avait un autre goût.
Ce n'était pas la poudre différente ni l'eau mal bouillie. C'était le goût de ce qu'on ressent quand on perd l'innocence, quand le doute n'est plus un murmure au fond, mais une voix ferme qui parle à l'oreille. « Ouvre l'œil, René, tout est devant toi. » Je me suis assis à table comme je le fais toujours, mais la main tremblait un peu plus. J'ai pris le stylo et j'ai ouvert un vieux cahier de Louise qui restait dans le tiroir du placard. Des notes de recettes de gâteaux, des listes de courses. J'ai tourné quelques pages et j'ai commencé à utiliser le cahier pour autre chose. Tout enregistré. Pas pour dénoncer quelqu'un, pas encore, mais pour comprendre, parce que ce qui avait commencé comme une mauvaise sensation devait maintenant devenir des faits. Et la première étape était celle-ci, écrire. J'ai noté les jours où Robert m'a appelé, les phrases qu'il a utilisées, les reçus qui ont commencé à disparaître, le numéro étrange du compte, la visite soudaine avec des chocolats, tout. Et plus j'écrivais, plus le puzzle prenait forme. C'était comme si son silence était plein de mots cachés. J'ai commencé à percevoir qu'il y avait une séquence. Il m'appelait toujours après un mouvement bancaire. Il apparaissait toujours quand une échéance importante approchait et évitait toujours de parler de valeurs exactes. « Tout est en ordre, papa », était ce qu'il disait, mais ça ne l'était pas, et je le savais. En fin d'après-midi, j'ai mis une chemise plus habillée, j'ai chaussé les vieilles chaussures en cuir et je suis allé à l'agence bancaire. Pas celle du coin, celle où il travaillait, mais une agence dans un autre quartier où personne ne me connaissait. Je voulais des informations comme n'importe quel autre client, sans que mon nom de famille ne me dénonce. J'ai été reçu par une jeune femme, très polie. J'ai dit que j'avais besoin de vérifier quelques mouvements de mon compte. Elle a tapé sur l'ordinateur, a demandé mon numéro de sécurité sociale, a imprimé un relevé complet et me l'a remis. J'ai remercié. Je suis sorti de là le cœur battant. Quand je me suis assis sur le banc de la place pour regarder les papiers, la confirmation est venue d'un coup. Des virements récurrents, 3, 4 par mois. Des valeurs différentes, mais toujours vers un même numéro de compte, celui se terminant par 713, totalisant plus de 100 000 € en moins de 4 mois. J'ai regardé la feuille et j'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Ce n'était pas de la gestion de rendement, c'était du détournement, du vol, fait avec ma signature, ma confiance, ma naïveté de père qui voulait juste croire. Et le pire, il a fait ça en me regardant dans les yeux, en s'asseyant à ma table, en mangeant mon pain, en disant que c'était par amour, par soin. Je suis rentré à la maison lentement. Le corps pesait, la tête battait. À chaque pas, je me souvenais d'une scène ancienne de Robert. Petit, revenant de l'école avec la chemise tachée d'encre, la fois où il est tombé du vélo et a pleuré jusqu'à s'endormir sur mes genoux. Le jour de la remise des diplômes, quand il m'a serré dans ses bras et a dit « Papa, c'est à nous ». Je croyais que c'était le cas. J'ai cru pendant longtemps, mais maintenant, ce « nous » était devenu « lui ». Il m'avait tout pris, pas seulement l'argent, mais le bon souvenir que j'avais de lui. Parce que quand un fils te trahit, même le passé fait mal différemment. À la maison, je me suis assis sur le canapé et j'ai laissé le relevé sur la table. Je l'ai regardé pendant presque une demi-heure sans le toucher, presque comme si c'était une arme. Parce que c'était une arme contre ce qui restait de l'image que j'avais de mon propre fils. J'ai pensé à l'appeler sur le champ, crier, exiger des explications, mais ma voix n'est pas sortie. Pas encore. Une partie de moi voulait encore comprendre, voulait encore entendre de sa bouche. L'autre partie voulait juste rester en silence. Un silence lourd, plein de tristesse, comme qui vient de perdre quelqu'un qui est encore vivant. J'ai allumé la télévision pour me distraire. Il y avait un reportage sur les arnaques aux personnes âgées. Un monsieur d'un âge proche du mien racontait que son propre petit-fils avait utilisé ses cartes, qu'il ne l'avait découvert que quand le téléphone a sonné pour réclamer une dette qu'il n'avait jamais faite. Et à cet instant, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, de la honte, comme si j'étais le coupable, comme si en faisant confiance, j'avais permis que ça arrive. Mais j'ai vite compris que c'était le piège de la culpabilité. Je n'ai rien fait de mal. J'ai aimé. J'ai fait confiance. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est être père.
Je me suis levé, je suis allé à la cuisine, j'ai pris un verre d'eau. En ouvrant le placard, mes yeux sont tombés sur quelque chose qui m'a abattu à l'intérieur. Le cadre photo de Louise, rangé là depuis des années, depuis le jour où il est tombé et où j'ai cassé le cadre. Je l'ai pris avec précaution. Il n'y avait même plus de vitre. C'était juste la photo d'elle, souriant dans le jardin, avec un tablier fleuri et une cuillère en bois à la main. Je me suis assis avec la photo sur les genoux et j'ai parlé à voix basse. « Pardonne-moi, Louise, j'ai trop fait confiance. » Et là, j'ai pleuré pour la première fois depuis que tout avait commencé. Ce n'était pas des larmes de colère, c'était du deuil. Le deuil d'une relation qui est morte avant moi, d'un fils qui respire encore mais qui ne vit plus en moi. Après les larmes, je suis resté à regarder le plafond de la cuisine, me souvenant des nuits où Louise et moi comptions les pièces. On faisait de petits projets, mais avec espoir. Un petit bout de terre, une maison de 3 pièces, une vie simple, et le plus important, que Robert n'ait jamais à passer par ce qu'on avait vécu. Et regarde où on en est arrivé. On a tout fait pour lui, et maintenant, je ne savais plus s'il ferait quoi que ce soit pour moi. Qu'est-ce que j'ai élevé? Un homme ou un étranger bien habillé? Cette nuit-là, je me suis couché et j'ai fixé le plafond pendant des heures. Louise n'était pas là, le fils qu'elle m'avait laissé non plus. Je suis resté seul avec le bruit du réfrigérateur et le craquement du plafond en bois. Tout était silencieux, mais en moi c'était la guerre. Et je savais que cette guerre ne faisait que commencer, et que cette fois, il ne suffisait pas d'avaler ni de se taire. J'allais agir, mais sans hâte et sans pardon facile. Ce matin-là, le ciel s'est levé gris, mais je ne l'ai même pas remarqué. Ce n'était plus le temps qui m'affectait, c'était le temps en moi qui semblait lourd. J'ai mis mes vêtements lentement, comme si je me préparais pour une guerre que personne d'autre ne voyait, mais c'était une guerre silencieuse, parce qu'après tout ce que j'avais découvert, on ne pouvait plus revenir en arrière. Robert avait franchi une ligne, et moi aussi, la ligne entre faire confiance et agir. Et même si je ne savais pas encore quoi faire de toute cette douleur, une chose je savais, je n'allais pas faire semblant que rien ne s'était passé. Je n'allais pas avaler en silence. Cette trahison n'allait pas devenir un autre portrait rangé dans un tiroir de souvenirs mal résolus. Je me suis assis à table avec le cahier ouvert. Le même que Louise utilisait pour noter des recettes était maintenant ma carte d'investigation. Chaque page avait un morceau de ma naïveté perdue. Le nom des comptes, les dates des virements, ces phrases, les regards détournés. Et en dessous de tout ça, j'ai écrit 3 mots en grosses lettres, « J'ai tout vu ». Comme si je me disais ça à moi-même, pour ne pas oublier, parce qu'une partie de moi voulait encore penser, est-ce qu'il avait une raison? Est-ce que c'était un malentendu? Mais non, assez, j'en avais vu assez. Peu à peu, j'ai commencé à me souvenir de petites choses, de vieilles conversations, de cadeaux que j'ai donnés, de fois où il a demandé de l'aide et où j'ai tendu la main sans réfléchir à 2 fois. Comme le jour où il a été licencié de la première entreprise et a passé 3 mois à vivre ici à la maison, mangeant dans mon assiette, disant que c'était juste une phase. J'ai vendu ma seule voiture à cette époque pour l'aider à payer les dettes de carte de crédit. J'ai dit à Louise qu'on prendrait le bus pendant un moment, et elle, avec sa douceur, a juste répondu « Si c'est pour aider Robert, on marche même à pied ». Aujourd'hui, elle ferait la même chose? Je suis allé dans la petite pièce du fond. Là, dans une boîte en carton qui sentait le moisi, se trouvaient les vieux albums, des photos jaunies, certaines avec les coins déchirés. J'en ai pris une. Lui et moi assis au bord de la rivière en train de pêcher. Robert devait avoir 8 ans. Il souriait sans dents de devant. Je tenais le poisson avec un air fier. J'ai senti un nœud dans la gorge. Ce sourire existait-il encore? Ce garçon était parti. Quand je suis revenu sur le canapé avec la photo dans les mains, je l'ai laissé là, à côté du relevé bancaire. 2 morceaux du même fils, celui d'avant et celui de maintenant, et la distance entre eux semblait impossible à traverser. C'est à ce moment-là qu'une idée a commencé à prendre forme. Je ne savais pas encore si c'était de la vengeance, de la justice ou juste un défoulement, mais j'allais tout écrire, chaque détail, un rapport complet.
Pas pour Internet, pas pour que quelqu'un le voie, mais pour moi, parce que j'avais besoin de sortir ça avant que ça me consume. Et aussi parce que si un jour je décidais de faire quelque chose, judiciairement ou non, j'aurais des preuves. Les mots deviennent des preuves quand ils sont sur papier. Et je ne voulais plus vivre de suppositions. Je voulais me protéger. Pour la première fois, j'ai commencé à penser à moi. Les jours suivants ont été silencieux. Je ne l'ai pas appelé, et il n'a pas appelé non plus. C'était comme si tous les deux savaient que quelque chose avait changé, que le pont entre nous était fissuré. Et dans ce silence, j'ai trouvé une force que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je me levais tôt, prenais mon café, écrivais, relisais tout. J'ai commencé à aller à la bibliothèque du quartier, à parler avec un avocat retraité que j'ai rencontré là-bas, un monsieur simple qui m'a appris comment garder des justificatifs, comment demander d'anciens relevés, comment formaliser une plainte sans bruit. Il ne connaissait pas les détails, il a juste dit que j'avais subi une arnaque, j'ai juste hoché la tête. C'était mon fils, ai-je pensé, mais je ne l'ai pas dit. Un de ces jours, je suis passé devant l'agence où Robert travaillait. Je suis resté de l'autre côté de la rue, immobile, à observer. Je l'ai vu sortir. Chemise blanche, mallette en cuir à la main, il parlait avec un jeune homme plus jeune, en riant. Ça m'a serré le cœur, pas pour l'élégance, mais pour la froideur. C'était comme s'il avait continué sa vie normalement, comme si rien ne s'était passé, comme si ce qu'il avait fait n'était qu'un détail sans importance. Et moi là, le cœur en miettes à l'intérieur, je suis rentré à la maison et je me suis assis sur le banc du jardin. Le même banc où Louise cousait pendant que je ponçais le bois. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé d'entendre sa voix. « Ne garde pas ça à l'intérieur, René. Ce qui ne devient pas parole devient maladie. » Et elle avait raison. J'étais en train de tomber malade de silence. Mais ce n'était pas l'heure d'exploser. C'était l'heure de préparer. Comme qui plante sans le dire à personne, mais sait qu'un jour, la récolte vient. J'allais faire justice, mais pas dans l'écrit. Ce serait à ma façon. À la fin de cet après-midi, j'ai écrit la dernière page du cahier avec des lettres fermes. Il ne sait pas à qui il s'est attaqué. J'ai été bien plus qu'un père, j'ai été un homme, et maintenant je vais être juste. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une décision qui frappait dans ma poitrine. Ce n'était pas de la hâte, ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. J'avais passé des nuits à fixer le plafond, à remuer des souvenirs, à pleurer en silence, à porter un poids que personne ne voyait. Mais maintenant, ce poids était devenu focus. Je savais ce que je devais faire. Je n'allais plus vivre comme si j'étais l'idiot de l'histoire. Et plus important, je n'allais pas lui donner la satisfaction de penser qu'il m'avait complètement trompé. La première mesure n'était pas la confrontation, c'était la stratégie. Et pour ça, j'avais besoin d'utiliser le seul avantage qui me restait, le temps. J'ai mis une chemise à boutons bleu clair, la même que Louise disait qui me donnait l'air de quelqu'un qui sait des choses. J'ai mis une vieille chaussure qui gardait encore son éclat, et je suis allé au coffre où je gardais mes vieux documents. Entre actes de naissance et papiers de terrain de l'époque de la ferme, j'ai retiré une enveloppe brune avec des timbres d'une vieille banque, datée de plus de 20 ans. Dedans se trouvaient mes registres comme actionnaire minoritaire d'un groupe financier, le même qui des années plus tard a racheté le réseau bancaire où Robert travaillait maintenant. C'était l'héritage d'un oncle éloigné qui m'avait laissé une partie des actions dans un processus long et que je n'avais jamais vendu parce que je ne comprenais même pas bien comment ça fonctionnait. Mais maintenant, ce papier pourrait être le tournant. Je suis allé au siège administratif de la banque, dans un quartier chic de la ville, un grand immeuble tout en verre avec des réceptionnistes souriantes et du café gratuit à l'entrée. Je me sentais comme un poisson hors de l'eau, mais je suis entré la tête haute. J'ai demandé à parler à quelqu'un du service des réclamations internes, j'ai montré mes documents d'actionnaire et j'ai dit calmement « Je veux signaler un comportement grave d'un employé qui est aussi mon fils ». La femme a écarquillé les yeux, a demandé 1 minute et a disparu dans des couloirs. Je me suis rassis et j'ai attendu. Environ 20 minutes plus tard, un monsieur bien habillé avec des cheveux grisonnants peignés en arrière est venu me chercher. « Monsieur René, par ici, s'il vous plaît. »
Nous sommes entrés dans une salle avec une climatisation trop forte et une vue de la ville qui ressemblait à un décor de film. Il m'a écouté attentivement, n'a pas interrompu. Quand j'ai montré le relevé, il s'est penché sur sa chaise. Quand j'ai mentionné les accès que Robert avait à mon compte, il s'est mordu la lèvre. Quand j'ai dit que tout avait été fait avec mon numéro de sécurité sociale, mais sans mon consentement clair, il a lâché un « je comprends » qui tenait plus de l'empathie. Finalement, il a fermé le dossier et a dit « Nous allons enquêter en interne, monsieur René. Vous pouvez avoir confiance que nous ne laisserons pas passer cette affaire. » Je n'ai pas remercié. Je me suis juste levé et j'ai dit « Je ne veux pas de punition, je veux du respect et je veux qu'il sache que je sais. » Je suis rentré à la maison sans hâte. En chemin, je suis passé par un kiosque à journaux, j'ai acheté un paquet d'enveloppes et un nouveau cahier. Ce n'était plus juste un défoulement, maintenant c'était un dossier. J'ai tout écrit dans l'ordre chronologique, depuis le premier mouvement étrange jusqu'à la visite à la banque. J'ai collé des justificatifs, j'ai écrit des observations à la main, j'ai même laissé des espaces blancs pour ajouter de nouvelles preuves si nécessaire. Je ne voulais pas dépendre de la mémoire, je voulais tout avoir à portée de main. Si sa justice échouait, je ferais la mienne. Quelques jours ont passé sans contact. Je savais que quelque chose lui était déjà parvenu. La posture change, le silence plus lourd, mais toujours pas d'appel, pas de justification. Et c'est là que je me suis rendu compte que peut-être il comptait sur ma lâcheté. Il pensait que j'allais faire semblant comme j'ai toujours fait, que j'allais préférer la paix à la vérité, qu'au final, je céderais. Mais il a oublié que Louise n'était plus là et que sans elle, je n'avais plus personne à protéger à part moi-même. Un après-midi froid, je suis allé à l'église du quartier, pas pour prier, pas cette fois. Je suis allé m'asseoir sur le banc en bois où Louise et moi avions l'habitude de nous asseoir, dans le coin gauche près de la fenêtre. J'ai apporté avec moi la vieille photo d'elle. Je suis resté à regarder ce sourire et je me suis demandé « Tu aurais fait différemment, ma vieille ?» Peut-être oui. Peut-être non, mais j'étais sûr qu'elle n'accepterait pas de me voir humilié comme ça. Elle disait toujours qu'aimer un enfant, ce n'était pas passer l'éponge, c'était montrer ce qui est juste. Et le juste maintenant était de lui montrer que je n'étais plus le vieux naïf qu'il pensait pouvoir manipuler. En rentrant à la maison, j'ai trouvé une enveloppe sur le portail. Aucun nom, juste mon adresse écrite à la main. À l'intérieur, une feuille avec une écriture connue. C'était de Robert, des excuses vides. Il disait que ce n'était pas intentionnel, qu'il traversait des difficultés, que bientôt tout serait réglé. J'ai fermé l'enveloppe et je l'ai jetée dans le tiroir. Ce n'était pas l'heure des réponses vides, c'était l'heure des actions. On ne rend pas ce qu'il a pris avec des mots, on n'efface pas ce que j'ai vu. Cette nuit-là, j'ai écrit une page de plus dans le cahier. Il a essayé de me prendre pour un idiot, mais qui joue avec le temps oublie que le vieux a déjà vu tout ce jeu et les yeux fermés. Ce matin-là semblait identique à tous les autres. Le même bruit du camion poubelle, le café fraîchement moulu, le son de la voisine qui lave sa cour. Mais il y avait un silence différent en moi. C'était comme si, après tant de jours à écrire, revivre et planifier, j'entrais dans un nouveau territoire, celui où le passé et le présent se rencontrent d'une manière inconfortable. J'avais la tête baissée, griffonnant une page du cahier, quand j'ai entendu l'interphone sonner. Il sonnait rarement. Je me suis levé lentement. J'ai répondu. « Monsieur René, c'est Fernande. Je suis la femme de Robert. » Pendant une seconde, ma main s'est glacée. « Il va bien ?» ai-je demandé sèchement. « Il ne sait pas que je suis là. Je peux monter ?» J'ai respiré profondément. « Vous pouvez. » Minutes plus tard, la porte s'est ouverte et elle est entrée avec un air abattu, les yeux cernés, les cheveux attachés à la hâte. Différente de la femme souriante que je voyais sur les quelques photos que Robert m'envoyait sur le portable. Elle est entrée et est restée debout, comme si elle ne savait pas où mettre son corps. Désolé de venir comme ça sans prévenir. Je sais que vous devez me détester aussi. J'ai fait un geste pour qu'elle s'assoie. Parlez, j'écoute. Et elle a parlé pendant presque 1 heure, m'a raconté des choses que je n'aurais jamais imaginées.
que Robert avait des dettes énormes, qu'il avait fait de mauvais investissements, qu'il était sous pression d'usurier, qu'il avait commencé à utiliser mon compte avec la promesse de tout rembourser avant que je m'en aperçoive, que la peur était devenue routine et la culpabilité un fardeau qu'il cachait avec des blagues et des cadeaux. Elle a raconté qu'il pleurait la nuit, caché dans la salle de bain, qu'il disait qu'il n'avait pas eu le choix, qu'un ancien directeur de la banque l'avait encouragé à faire ça en disant que personne ne s'en apercevrait et qu'en essayant de s'en sortir, ils avaient menacé d'impliquer sa famille. Je me suis assis en silence pendant un moment. Chaque phrase tombait comme une pierre dans ma mémoire. Ça ne justifiait pas ce qu'il avait fait, loin de là, mais ça donnait un nouveau nom à ce que je ne voyais que comme une trahison. Il était désespéré, et désespéré, il a fait le pire. Il est passé sur celui qui avait le plus confiance en lui. Pourtant, je suis resté silencieux. Elle, les yeux embués, a tendu une enveloppe avec quelques papiers. Ce sont des justificatifs. Il a commencé à rembourser par petites sommes sur des comptes que j'ai ouverts à mon nom. Il ne voulait plus utiliser le vôtre. Il a dit qu'il avait déjà fait assez de dégâts. J'ai pris les papiers, j'ai regardé, mais je n'ai rien dit. Elle s'est levée, a ajusté son sac, et avant de partir, elle a dit « Il a honte de vous chercher, mais tous les jours il prononce votre nom. Si vous pouvez, même si ce n'est pas maintenant, un jour. » J'ai fermé la porte. Je me suis assis sur le canapé et j'ai pleuré à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. C'étaient des larmes confuses, pleines de couches, colère, déception, tristesse et un nouvel élément, la pitié. Pour la première fois, j'ai eu pitié de mon propre fils. Le jour s'est levé étouffant. Même le vent des fentes ne semblait pas venir à bout de cette chaleur étrange qui venait de dehors et de dedans. J'étais dans la cuisine, en train de remuer le café sur la cuisinière quand j'ai entendu la sonnette. D'abord, j'ai pensé que c'était une erreur. Personne n'apparaissait ici sans prévenir depuis longtemps, mais quand j'ai regardé par la fenêtre du salon, il était là. Robert, chemise simple, barbe pas faite, tenant un sac de course. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était un mirage. Mais non. C'était bien lui, immobile là, comme s'il attendait un jugement. J'ai ouvert la porte lentement. Nos yeux se sont rencontrés et pendant un instant, ni passé ni présent, juste le silence. « Papa, j'ai apporté des choses. Je peux entrer ?» J'ai fait oui de la tête mais sans sourire. J'ai juste laissé la porte ouverte. Il est entré comme qui marche sur un terrain miné. Il a déposé le sac sur la table, a sorti quelques fruits, du pain, 2 paquets de café. Je me suis souvenu de ce que vous aimez. Je suis resté debout à côté, observant tout. Ce n'était pas le geste qui me touchait, c'était le motif derrière. Qu'est-ce qu'il était venu chercher? Je me suis assis, lui aussi. Nous sommes restés tous les deux en silence, regardant la table comme si elle pouvait traduire ce que les mots ne pouvaient pas. Jusqu'à ce qu'il commence à parler. « Papa, je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que je vous ai blessé d'une manière que peut-être même moi je ne peux pas réparer, mais j'essaie. Fernande vous a parlé, n'est-ce pas? C'est moi qui lui ai demandé de venir. » J'ai hoché la tête pour confirmer. Elle a parlé. Elle a dit ce que vous n'avez pas eu le courage de me dire. Il a baissé les yeux, honteux. Je ne savais pas comment. Je me suis enfoncé dans une affaire que même moi je ne comprenais plus. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais allé trop loin. Vous saviez ce que vous faisiez, ai-je répondu. Ma voix est sortie plus dure que je ne m'y attendais. Vous saviez que c'était mon argent. Vous saviez que j'avais confiance en vous. Il a acquiescé avec des larmes contenues. Je savais, mais je me sentais acculé. J'ai essayé de revenir en arrière, mais chaque fois que j'essayais, il était trop tard. J'avais honte de vous regarder en face. J'ai fait silence à nouveau. Je l'ai regardé droit dans les yeux. La honte. Vous auriez dû la voir avant de le faire, pas après. Il a pleuré, pas avec scandale, mais de ces pleurs contenus de qui ressent mais sait que les dégâts sont déjà faits. Il a sorti une enveloppe de son sac, l'a posée sur la table. Ici, il y a une autre partie de ce que j'ai pris. Je dépose dès que je reçois. Vous pouvez vérifier.
J'ai pris l'enveloppe, j'ai ouvert. Quelques justificatifs de virement, l'argent qui revient petit à petit. Mais ce que j'ai perdu n'était pas seulement des chiffres, c'était le respect, c'était l'image que j'ai mise une vie à construire. L'argent se récupère, la confiance parfois non. Il m'a regardé avec les yeux rouges. Je sais, mais j'avais besoin de vous voir. Ne serait-ce que pour entendre ça de votre bouche. Je le mérite. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au coin du salon où se trouvait le portrait de Louise. Vous vous souvenez d'elle, qui vous attendait sur la terrasse quand vous arriviez tard? Elle me disait, « Il est bon, il est juste perdu. » Il est resté silencieux. Eh bien, Robert, vous êtes toujours perdu. Mais maintenant, c'est vous qui devez vous retrouver. Je ne peux plus rien faire pour vous. Il a acquiescé, s'est levé lentement, a pris son sac, m'a regardé. Je peux vous prendre dans mes bras? J'ai respiré profondément. Je ne savais pas si je devais, mais mon corps a agi avant mon esprit. Je l'ai pris dans mes bras, mais l'étreinte n'a pas apporté la paix, juste plus de poids. C'était comme un retour sans issue, une tentative de guérison sans anesthésie. Il est parti peu après, sans rien dire de plus. Je suis resté là à la porte à le regarder s'éloigner. Un homme brisé, et moi, un père en morceaux. Cette nuit-là, j'ai écrit dans le cahier. Il est revenu, mais la partie qui a le plus fait mal est restée ici. Les jours qui ont suivi ont été silencieux, mais pas en paix. C'était un silence âpre, de ceux qui frappent à l'oreille et ne laissent penser à rien d'autre. Chaque fois que je passais devant la table du salon où Robert avait laissé l'enveloppe avec les justificatifs, je sentais une douleur à l'estomac, comme si chaque centime rendu me rappelait tout ce qui avait été arraché sans avertissement. Et même s'il était revenu, même s'il avait pleuré, même s'il m'avait pris dans ses bras, ce qui a été cassé ne se recolle pas avec de la présence. Ça prend du temps, ça prend de la vérité, et ça prend des actions que je n'ai pas encore vues. J'ai recommencé à écrire dans mon cahier, pas comme défoulement, mais comme registre. J'ai commencé à tout noter. Date, valeur, comportement, souvenir. C'était comme si je montais une ligne du temps, pas seulement de ce qui s'était passé, mais de ce qui restait en moi. Et dans ce processus, je suis revenu à de vieilles choses, lettres de Louise, photos de Robert Petit, un mot qu'il m'avait laissé à 9 ans avec l'écriture toute tordue. « Papa, tu es mon héros. » Ça m'a défait. Comment un fils qui me voyait comme un héros a-t-il un jour décidé de me voler? Est-ce que c'est moi qui ai raté le chemin ou lui qui s'est perdu de la carte? Un dimanche après, il m'a appelé. Première fois depuis la visite. La voix était encore basse. « Papa, je peux passer ?» J'ai dit non, que j'avais besoin de temps. Et c'était vrai. Ce n'était pas de la bouderie, ni une punition. C'était juste l'espace nécessaire pour que ce qui a été dit devienne action. Il a respecté. D'accord, je comprends. Et il a raccroché. Je suis resté avec le téléphone à la main pendant un moment, pas par regret, mais par étonnement. Il commençait enfin à m'écouter. Tard, mais il écoutait. Le lundi, je suis allé à la banque. Je voulais mettre à jour les données de mon compte, m'assurer que tout était sécurisé. L'employé m'a reconnu. « Vous êtes le père de Robert, n'est-ce pas? Il a démissionné. » J'ai écarquillé les yeux. « Comment ça? Il est parti la semaine dernière. Il a dit qu'il allait essayer de recommencer à l'étranger. » Je suis rentré à la maison avec un mélange de sentiments. De la colère qu'il soit parti sans me parler, du soulagement qu'il essaie peut-être quelque chose de nouveau, et de la tristesse de devoir apprendre la vie de mon fils par des tiers. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Louise. Elle était assise sur la terrasse en train de coudre. J'apparaissais à côté d'elle et je disais « Il est parti ». Elle me regardait et disait « Parfois pour se retrouver, il faut se perdre loin ». Je me suis réveillé le visage mouillé et une question qui résonnait dans ma tête. Est-ce que le pardon n'était pas pour lui mais pour moi? J'ai ouvert le cahier et j'ai écrit « Pardonner, ce n'est pas dire que tout va bien, c'est arrêter de saigner à l'intérieur. » Mais même comme ça, je saignais encore. Des mois ont passé depuis la dernière lettre. L'été s'en est allé. L'automne est arrivé, apportant avec lui cette odeur de feuilles sèches et de souvenirs qui font encore mal. La maison était silencieuse comme toujours, mais je n'entendais plus ce silence de la même façon. Avant, il me dérangeait.
Maintenant, c'était comme une vieille connaissance. Je me suis levé tôt ce jour-là. J'ai ajusté le col de ma chemise et je suis allé dans le jardin balayer les feuilles. C'était l'anniversaire de Louise. Et chaque fois que cette date arrivait, je faisais la même chose. Je m'asseyais sur le banc de la terrasse et je conversais avec elle en pensée. Il n'est pas revenu, ma vieille, mais je crois que d'une certaine manière, il a retrouvé une partie de lui-même. Pendant que je balayais, le facteur est passé, m'a remis une enveloppe brune sans expéditeur. J'ai pensé que c'était encore de la publicité, mais je l'ai ouverte. À l'intérieur, il n'y avait qu'une feuille et un justificatif. Un virement bancaire élevé, bien plus que je n'imaginais qu'il pourrait rassembler si vite. Et un mot court. Je paie ce que je dois. Le reste, seul le temps. Je me suis assis. J'ai regardé le papier pendant longtemps. Je n'ai pas pleuré ni souri. J'ai juste fermé les yeux et respiré profondément. Ce n'était pas seulement l'argent qu'il rendait. C'était un geste de responsabilité, une réponse silencieuse, une demande de pardon sans mots. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est là, avec ce mot à la main, que j'ai compris. Le pardon n'est pas à propos de l'autre le mériter. C'est à propos de nous ne plus porter le poids seul. J'ai pris le cahier, celui où j'écris depuis le jour où j'ai découvert ce qu'il avait fait. J'ai ouvert à la dernière page et j'ai écrit « Aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas oublier, mais j'ai décidé de continuer. Ce qu'il a pris, il ne l'aura plus jamais de moi, mais ce qu'il a laissé, peut-être que ça fleurira encore dans un coin qu'il ne sait même pas qu'il existe. » J'ai fermé le cahier, je suis allé au tiroir où je gardais les choses importantes et j'ai mis l'enveloppe avec les photos de son enfance, entre un bon souvenir et une dette payée. Cet après-midi-là, je suis sorti de la maison et j'ai marché jusqu'au petit parc. Je me suis assis sur le banc habituel, j'ai fermé les yeux, j'ai senti le vent sur mon visage et j'ai pensé à la seule chose que Louise me disait toujours quand le cœur pesait. Il n'est pas nécessaire d'oublier pour continuer, mais il faut lâcher prise. Et là, sans avoir besoin de le dire, j'ai su, j'avais lâché prise. Pas parce que ça ne faisait plus mal, mais parce que la douleur ne commandait plus en moi. Si cette histoire t'a touché, commande si quelque chose de similaire t'est déjà arrivé ou à quelqu'un de ta famille. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Partage avec qui porte une douleur similaire et abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à écouter des histoires de vie qui n'ont pas été des contes de fées, mais sont devenus des leçons.